Bienvenue tout le monde, vous allez bien? Alors aujourd'hui on va un peu changer de thème, parce qu'à force de parler de bétonnière ça finit par tourner en rond. Aujourd'hui nous allons donc aborder un peu de schématique hydraulique. On va amener quelques précisions, quelques fondamentaux, aborder les représentations, les symboles, les fonctions, les utilisations, ce qui est permis, ce qui est interdit. On va probablement partir pour une bonne demi-heure, trois quarts d'heure. Alors je sais, j'avais dit plus de vidéos longues avant au moins un mois. Cependant, celle-ci peut potentiellement m'aider à avoir un poste. Donc tant qu'à faire, faisons que cette exception qui confirme la règle me soit favorable. Commençons, si vous le voulez bien. Nous allons donc commencer en douceur par nous initier, nous rappeler quelques éléments de base. Premier rappel, les symboles utilisés font partie d'un système normé et reconnu dans le monde entier. C'est-à-dire que, quelle que soit votre origine ou celle du document que vous consultez, qu'il soit américain, européen, africain, australien, c'est la même fonction aux mêmes endroits pour les mêmes organes. C'est-à-dire que une pompe restera une pompe, ça ne deviendra pas soudainement un moteur puis un vérin, non. Ça, à moins de l'avoir dessiné comme un cochon sur le papier, ça n'a aucune chance d'arriver. Les symboles sont faits de telle sorte pour qu'ils soient lisibles en noir et blanc. Vous pouvez ajouter des couleurs ou d'autres représentations graphiques pour essayer de vous y retrouver dans le dédale de conduite qu'il y aura sur le schéma, mais principalement tout est fait de manière à ce que chaque élément soit parfaitement lisible à n'importe quel endroit. Il va arriver ceci dit un élément que je vais préciser par la suite, c'est qu'il est possible que quand c'est plusieurs fois d'affilée le même élément qui se répète, que vous ayez des pointillés, c'est-à-dire des traits longs interrompus qui vous signalent qu'en fait, qu'entre par exemple le distributeur 4 et le distributeur 8, vous avez 5 fois la même représentation. Donc au lieu de représenter 5 fois, ça arrivait notamment sur les anciennes versions, eh bien on se contentait de faire simplement une fois un exemplaire à un bout et une autre fois au dernier bout. Et entre les deux on disait c'est exactement les mêmes. Donc c'était aussi par souci de compacité, de place, parce que faut bien se rappeler que les schémas sont représentés quand ils sont de format assez modeste sur une page A4. Autrement, ce sont des pages A3 qu'il faut déployer du classeur ou de la boîte à archives, enfin bref, de l'élément qui contient le document technique. Donc, plus celui-ci est réduit, plus il sera pratique à utiliser. Rappel suivant, comme le fluide utilisé de l'huile, il s'agit d'oléohydraulique. Et non pas d'hydraulique comme on a tendance à le dire. Parce que hydraulique, comme je le dis, c'est hydra, ça signifie eau en grec. Alors j'indique grec, il est possible que ce soit latin. Un des deux, c'est une certitude. Quoi qu'il en soit, parler d'oléohydraulique, pas d'hydraulique. Encore moins d'hydraulique à l'eau, comme ça pouvait se dire dans les années 2004 à 2007, quand il y a eu des tentatives d'avoir un peu ce qui se passait notamment par exemple pour les soutènements marchands, où il y avait une émulsion qui était faite à 95% d'eau et 5% d'huile, avec une émulsion donc, qui permettait de mélanger les deux et de faire que du coup apparemment l'huile soit en gros appliquée sur les parois et que l'eau fasse du remplissage à l'intérieur. Un peu comme quand vous avez un mur, une cloison sèche, que vous posez votre plaque et que entre les deux vous avez votre structure nid d'abeille en carton. Bon, et bien ici l'eau joue le rôle du nid d'abeille.
Suivant. Base numéro 1. Sauf indication contraire, on représentera toujours les éléments générant l'énergie au coin inférieur gauche du schéma, là où se trouve le QR code partiel sur cette page par exemple, c'est-à-dire ici. Là où je bouge le curseur, sauf si vous avez pour ordre de le représenter ailleurs, normalement vous le mettrez toujours dans cette partie-là du schéma. Ça fait partie quelque part de la norme, ça fait partie aussi de l'ergonomie de lecture, c'est-à-dire que quand on ouvre un schéma, la première des choses qu'on apprécie de faire, c'est de ne pas chercher où se trouve quoi. Enfin, pas trop. C'est d'avoir toujours nos fondamentaux, nos repères, en se disant par exemple, bah tiens, en bas à gauche j'ai ma pompe, là ça va être à droite si j'en ai par là, donc là en bas à gauche j'ai la pompe, là au centre j'ai les distributeurs, en dessous j'ai peut-être d'autres distributeurs, des groupes de pilotage, des limiteurs de pression et autres. Au-dessus, je vais peut-être avoir des soupapes des clapets de choc par exemple, des limiteurs de débit, des réducteurs de débit, des choses comme ça. Bref, quand on aborde un schéma, on apprécie pouvoir l'aborder avec une certaine familiarité, une certaine aisance. Donc, après, moi comme je vous le dis, je vous laisse la liberté totale. Vous pouvez bien entendu représenter, si ça vous chante, une pompe au milieu en haut. Sauf que ce sera ni pratique à lire, ni logique. Parce qu'un schéma est logique. Les éléments sont placés de telle sorte qu'ils correspondent soit au cahier des charges, soit à une raison technique. Passons à la suite. Lorsque plusieurs énergies sont exploitées sur votre schéma, assurez-vous de pouvoir lire distinctement le circuit pneumatique du circuit oléo-hydraulique avec des symboles séparés. Alors, c'est-à-dire que il va falloir qu'en noir et blanc, vous soyez capable de voir où va l'air et où va l'huile. Parce que si vous intervertissez deux tuyaux, sachant qu'il arrive que des fois on utilise des tuyaux hydrauliques en pneumatique, j'ai déjà vu notamment du temps où je travaillais au garage juste à côté de chez moi, et où par exemple pour des freins de semi-remorque on utilisait des flexibles hydrauliques, alors ce sont des freins pneumatiques. Je vous laisse imaginer la catastrophe si jamais vous perdez l'huile par un échappement pneumatique. Donc, ce que vous devez faire, c'est être attentif notamment par exemple aux flèches de pilotage de vos organes, qu'il s'agisse d'un limiteur, d'un distributeur ou de quoi que ce soit d'autre. Tout ce qui va avoir un pilotage pneumatique va avoir une flèche triangulaire en triangle isocèle, triangle équilatéral autant pour moi, creuse, c'est-à-dire blanche à l'intérieur, pour bien symboliser que le fluide est du gaz. Si vous faites une flèche pleine, ça veut dire que vous pilotez avec de l'huile. Donc soyez attentifs, le diable est dans les détails, on ne le dira jamais assez. Bien, ceci passé, nous passons à la partie 2, les normes de représentation. Alors je l'annonce d'avance, pour cette vidéo-ci, ça s'arrêtera à cette partie-là, mais il y aura encore la partie 3 et 4 qui viendront par la suite. C'est juste que j'ai décidé d'éviter de faire un contenu trop long et de réduire ça à un format à peu près digeste d'un quart d'heure grand maximum. Donc là nous allons voir comment nous représentons les différents éléments qui interviennent dans un schéma. Donc nous commençons par les différents traits et leurs affectations. Le trait continu, alors je l'ai fait épais volontairement pour qu'il soit lisible, mais vous pouvez le faire plus fin, c'est aussi généralement d'ailleurs comme ça qu'il apparaîtra. Ligne principale, ce sont les artères du circuit par lesquelles passent les flux primaires énergétiques, c'est-à-dire que ce sera la représentation avec laquelle passera le plus gros de votre huile ou de votre air ou de votre électricité dans le cas où vous auriez par exemple des pressostats ou des électrodistributeurs, ou encore que vous ayez des signaux lumineux
qui soit en circuit parallèle avec votre circuit hydraulique. Bon, normalement dans ce cas-là on fait deux circuits distincts, mais il peut arriver que par souci d'ergonomie, juste pour un voyant, pour un témoin, pour un bouton, on fasse courir une ligne électrique à côté d'une ligne hydraulique, enfin oléo-hydraulique. J'en ai déjà vu. Poursuivons. La ligne continue double symbolise les liaisons mécaniques entre pompe et moteur, ou moteur hydraulique et outil par exemple. Ça, c'est une notion importante, parce que ça signifie que si vous voulez faire passer par exemple deux lignes de débit principaux, avec par exemple un débit à 15 et un débit à 25 litres minute, vous allez devoir les espacer davantage pour que ce ne soit pas confondu avec une liaison mécanique. Alors, bien entendu, c'est une liaison qui se fait, comme je le dis, entre pompe et moteur ou moteur et outil. Donc, ce sera au plus long au tiers de cette longueur-là. Et vous verrez bien qu'il y a d'un côté, par exemple, si vous avez un carré, un moteur thermique qui animera de l'autre côté un rond qui sera la pompe hydraulique. Ou si vous avez un moteur électrique, ce sera un symbole rond avec un M dedans pour bien dire moteur qui animera donc une pompe hydraulique. Mais une chose est certaine, une liaison mécanique ne court pas d'un bout à l'autre de tout le schéma. Sinon vous vous doutez bien que ça deviendrait vite illisible. Poursuivons. Les traits qui sont dits interrompus, donc notamment en pointillé. Ça, ce sont des lignes qui font les pilotages et les drains. Alors, ce qui distingue l'un de l'autre, c'est que le pilotage, on va le voir par exemple juste après, voilà. Ça, vous voyez, c'est une ligne de pilotage sur un limiteur de pression. C'est-à-dire qu'ici, vous avez un ressort de retour. Là, vous avez typiquement le fonctionnement d'un distributeur 2.2 normalement fermé. Alors, je vous expliquerai aussi par la suite dans la partie 3 et la partie 4 le principe des distributeurs, des centres ouverts, fermés. J'y reviendrai plus en détail. Je vous explique simplement pour ici. Donc ici vous avez un ressort. Cette flèche indique que la force du ressort est variable. C'est ce qu'on appelle le tarage. Donc le tarage ici en l'occurrence va servir à régler la pression de déclenchement d'ouverture du limiteur de pression. Ce qui signifie que si vous tarez donc à 80 bars, et bien quand ça atteindra 80,1, 80,5, voire peut-être 81 bars, votre limiteur va ouvrir et il va laisser donc l'huile passer jusqu'à ce que la pression redescende à la pression de tarage du limiteur. Donc là, comme c'est une action directe, on a tout simplement chanté le pilotage qui est normalement représenté par un rectangle comme ça et un triangle équilatéral qui reprend directement la ligne de pilotage. Donc là, c'est un pilotage. Sur le même principe, vous allez avoir généralement au niveau des moteurs hydrauliques une ligne de drain. Alors cette ligne de drain, elle a une fonction toute simple, c'est tout naturellement évacuer l'excédent d'huile apporté par le circuit. C'est-à-dire que comme vous n'êtes jamais en permanence ajusté au débit nécessaire pour votre moteur, il arrive que des fois celui-ci va consommer que 20 litres minute quand vous lui envoyez 25 litres minute depuis le distributeur ou la pompe. Alors pour éviter de laminer l'huile, de surchauffer l'élément ou même tout simplement de ruiner les joints, on fait passer un orifice supplémentaire quand c'est possible. Ça se voit notamment par exemple avec les moteurs à engrenage et à piston axiaux, qui est une ligne dite de drain. Et cette ligne de drain en fait évacue l'excédent vers soit un espace qui permet de recueillir cet excédent comme un réservoir hydraulique dans le cadre d'un circuit ouvert, soit
une partie dédiée au recueil de ce drain dans le cadre d'un circuit fermé. Alors ça c'est pareil, le principe circuit ouvert fermé, on y reviendra plus en détail un peu plus tard. En résumé, pour schématiser globalement, le circuit fermé, ça va être principalement une transmission hydrostatique entre la pompe et le moteur. C'est ce qu'on voit pour les bétonnières portées de camions, c'est ce qu'on voit pour les moyens de translation à chenilles des pelles et chargeuses sur chenilles, et aussi pour leur rotation des fois. Ça va être des circuits distincts fermés parce que ça évite de perdre trop d'huile et d'en faire circuler beaucoup d'un coup. On va revenir. Donc on en était là. On revient. Non, on en était là, autant pour moi. Donc les trains mixtes maintenant. Alors les trains mixtes, comme ça, c'est-à-dire un trait long, un trait court, et entre les deux une interruption, ça va servir à encadrer et à distinguer les différentes parties de votre circuit. C'est-à-dire que si par exemple vous avez une partie justement dédiée dans le schéma d'une pelle hydraulique sur chenille, si vous avez une partie qui est dédiée à la translation sur chenille, une autre qui est dédiée à tout ce qui va concerner le circuit de la flèche, du balancier et du godet, et une autre encore dédiée à la rotation parce que la rotation pilote aussi le déport en pied de flèche par exemple, dans le cas notamment d'une mini ou d'une midi pelle, et bien au lieu d'avoir un schéma un peu compliqué à lire, on se demande où va quoi machin, on met des séparations comme ça, de telle sorte que ça simplifie la lecture, ça évite de confondre par exemple la tranche distributeur 3 avec la 5, parce que les deux se ressemblent, il y a vaguement les mêmes éléments de circulation d'huile qui sont indiqués à l'intérieur. Bref. Vous gagnez en efficacité tant en termes d'assemblage qu'en termes de dépannage. Donc c'est vraiment un élément qui peut être intéressant d'intégrer lors de la conception du schéma. Alors, nous parlions des flèches, donc voici d'autres flèches dont j'ai évoqué l'usage. Donc ça, c'est les flèches pleines que vous allez voir, notamment par exemple comme ici dans le limiteur de pression, c'est exactement le même principe. C'est-à-dire que là, vous voyez par exemple que ici, mon huile, elle arrive par la droite, elle va circuler de la droite vers la gauche. Mais pour qu'elle circule de la droite vers la gauche, il faut qu'elle pilote via la ligne de pilotage en ouverture en dépassant la pression de tarage. Quand ça va dépasser la pression, le limiteur va s'ouvrir, donc ça va permettre à l'huile de passer de la droite vers la gauche, qui est en général un retour réservoir. Alors, ça c'est pour le cas où vous avez une circulation à sens unique. Il arrive que quelquefois la circulation soit à sens double. Et dans ce cas, vous avez des flèches de ce type avec deux extrémités fléchées. Alors ça, je l'ai vu notamment surtout dans les distributeurs, c'est-à-dire des organes qui vont servir à distribuer l'huile entre les ports en entrée, en base du distributeur pour ainsi dire, c'est-à-dire la pression, nommée P, le retour parfois nommé T pour tank, et les orifices de sortie qui vont être des orifices A, B, voire des fois C, D. Ça dépend du nombre de sorties, du nombre d'entrées que vous mettez. Vous êtes libre d'en mettre autant que vous voulez, sachant qu'il y a toujours une entrée, une sortie. C'est un peu comme un robinet. S'il n'y a pas une sortie vers où la pression, enfin en tout cas la différence de pression, peut permettre au fluide de sortir, la vanne n'a aucun intérêt, elle ne sert à rien. Alors, poursuivons. Voici donc les fameuses flèches triangulaires dont je vous parlais. Donc ça, si vous avez un genre de carré autour, c'est que, ou plutôt de rectangle, c'est que vous êtes dans le cadre d'un pilotage hydraulique.
Là, si vous mettez de l'huile là-dedans, ça signifie que ça va appuyer, par exemple, et pousser le tiroir vers la position qui a été commandée au travers de la commande hydraulique du distributeur. Alors ça, pour ceux qui sont en train de suivre une formation ou qui y auraient vaguement attaché un peu d'attention, ça se voit notamment, en l'occurrence, aussi dans les schémas d'engins de chantier, parce que, par exemple, j'ai le souvenir que dans les pelles sur chenilles et sur pneus, vous avez des petits distributeurs sous les joysticks. C'est ce qu'on appelle des distributeurs 3-2 pour 3 orifices de position. Donc leur dénomination dans l'ensemble, ça va être typiquement distributeur 3 orifices de position, monostable rappel-ressort, commande mécanique poussoir et circuit basse pression, parce que ce sont des distributeurs qui fonctionnent avec des pressions maximum de 32 bars. C'est déjà pas mal. Mais ce sont des pressions inférieures à celles du circuit qui court le long, par exemple, de la flèche du balancier du godet, parce que là, on atteint 10 fois cette pression, voire plus encore suivant les machines. Donc vous allez avoir des distributeurs comme ça qui vont être reliés aux commandes hydrauliques de distributeurs encore plus gros. L'idée, c'est que au lieu que vous soyez à forcer comme un bourrin sur un levier pour piloter un distributeur qui pilote par la suite la montée ou la descente de la flèche dans le cadre de notre pelleteuse par exemple, et bien là vous substituez votre force musculaire, vous la déléguez à un petit distributeur hydraulique qui lui-même va envoyer toute la puissance hydraulique qu'il a, c'est-à-dire 32 bars, aux commandes hydrauliques de l'îlot de distribution qui vont piloter par la suite les différents mouvements que vous souhaitez faire de la flèche, du balancier et du godet de votre excavatrice. Alors, les doubles flèches pour ces cas de figure, vous allez principalement croiser ça dans des éléments tels que des pompes moteurs ou encore des distributeurs rotatifs de direction, aussi appelés orbitrolles de direction. Sachant que Orbitroll, à la base, c'est une marque. C'est comme le klaxon qui viendrait d'un certain Clason. Aussi, je vous invite à observer un point sur lequel faire très attention. On y vient tout de suite. C'est de ne pas confondre le double sens pour les moteurs pompes avec la représentation de la vanne papillon. Vous le voyez, il y a certains points de différence, comme par exemple le fait qu'il y a une ligne de part et d'autre du symbole, plus une ligne en pointillé qui indique donc qu'il y a un pilotage. Ce pilotage peut être mécanique, hydraulique, électrique. Donc, vous voyez avec ces quelques petits détails que c'est distinct de ces sens indiqués pour les moteurs pompes notamment. Ceci exposé, il est temps de nous arrêter ici, de prendre le temps de bien digérer déjà ces quelques éléments apportés. Suivant la suite des événements, je vais essayer de faire les parties 3 et 4 pour la semaine prochaine, où on abordera donc les représentations de soupapes, de limiteurs, de réducteurs de pression, de distributeurs. On essaiera aussi d'y voir plus clair entre les distributeurs à commande linéaire qui sont les plus courants et les distributeurs à commande rotative, dont par exemple l'orbitre de direction fait partie. Et nous continuerons en concluant avec les différentes configurations, enfin les configurations les plus courantes que vous êtes susceptibles de croiser en matière de schéma hydraulique. Voilà, j'espère que cette initiation à la schématique oléo-hydraulique vous aura plu.
Alors au passage, je vais vous indiquer que l'hydraulique et les pneumatiques s'empruntaient de temps en temps les éléments. Ça compte également ici, c'est-à-dire que un triangle blanc comme ça par exemple, c'est une commande pneumatique si vous mettez un rectangle à côté. Ça se représente comme une commande hydraulique mais avec un triangle creux juste avec les lignes droites. C'est idem d'ailleurs pour toutes les flèches de tous les distributeurs. Accessoirement, vous pouvez représenter vos lignes pneumatiques avec un double trait, mais un double trait fin. Soyez attentifs à ça. Et à ce moment-là, vous mettrez un trait simple fort pour vos lignes hydrauliques. Ceci dit, il est temps pour nous de conclure. J'espère que cette initiation, à nouveau, donc, vous aura plu, que vous aurez pris du plaisir à apprendre ce que je vous ai transmis ici. Comme d'habitude, continuez d'explorer à fond votre logiciel et plus généralement même le web. Faites-moi part de toutes vos astuces, vos réflexions, vos souhaits. Je vous rappelle que je fais toujours la conception, je fais toujours les trucs avec FreeCAD. Donc soyez libre de m'envoyer ce que vous souhaitez au clément.clarisse.pro plus Cults ou Thingiverse, suivant où vous avez été. Moi d'ici là, je vous dis portez-vous bien et peut-être à la semaine prochaine. À bientôt.